À table, ma mère était en train de se vanter de la maison de rêve de ma sœur. Vous voyez le tableau, le pavillon 4 chambres, garage double, cuisine et gastro et tout le cirque quand, sans vraiment réfléchir, j'ai lâché. Au fait, je gagne plus que vous deux réunis. Silence. Pas le petit blanc gêné de Beau. Là on a touché un sujet, non. Le silence qui te vrille les tympans. La fourchette de ma mère s'est figée à mi-chemin de sa bouche, avec un bout de saumon grillé en équilibre comme si l'univers avait appuyé sur pause. Mon beau-père Richard a enfin levé les yeux de son téléphone, première fois de la soirée, record battu. Et ma sœur Amélie a gardé son verre de vin collé à ses lèvres, immobile. Ça m'a pris 3 ans pour arriver à dire ça à voix haute. 3 ans à encaisser les petites piques, les conseils qui te rabaissent, les sous-entendus de « tu vois ta sœur », elle au moins, et cette étiquette collée sur le front, la déception de la famille. Mais bon, je vais revenir en arrière parce que ça ne commence pas à ce dîner-là. J'avais 13 ans, Amélie en avait 15 quand le schéma s'est installé. Elle, c'était l'enfant facile. Le charisme naturel, le sourire qui fait fondre les adultes, la fille qui sait exactement quoi dire pour qu'on la trouve brillante. Sportive, à l'aise partout, bonne élève. Le genre de personne qui rentre dans une pièce et qui aspire l'oxygène, mais de façon charmante. Moi, j'étais l'introverti. La gamine qui préfère rester avec un livre que d'aller se coller au groupe à la sortie du collège. Pas la fille cool. Pas la fille qui sait se vendre. Juste moi, avec ma tête dans mes pensées. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans. 2 ans après, ma mère s'est remariée avec Richard. Richard avait une fille d'un premier mariage, mais elle vivait à l'étranger et il ne la voyait quasiment jamais. Et très vite, Amélie est devenue sa fille de substitution. La fille qu'il pouvait exhiber, dont il pouvait être fier, à qui il pouvait dire bravo à voix haute. Moi, je me suis comme évaporé. Pas dramatiquement, hein. Personne ne me frappait, personne ne me privait de manger. C'était pire, j'étais transparente. Je faisais partie du décor. L'enfant sage qu'on oublie parce qu'elle ne fait pas de bruit. Amélie a eu une bourse, de très bonnes notes, une entrée en école de commerce. Mes parents en parlaient comme si elle avait décroché un Nobel. Moi, j'ai fait un BTS puis une licence pro en bossant à mi-temps dans une librairie pour payer les frais, parce que, surprise, on ne peut pas aider tout le monde pareil, comprendre, on investit là où ça brille. À la sortie des études, Amélie a trouvé un poste bien payé dans le marketing. Moi, j'ai enchaîné les boulots administratifs, la vente, la compta de base, le genre de job que les gens décrivent avec un sourire poli et un « ah oui, d'accord ». Et c'est là que la dynamique familiale a vraiment pris racine. À chaque repas, il fallait que quelqu'un explique pourquoi je n'étais pas au même niveau. Comme si mon existence demandait une justification. Amélie s'est mariée avec Damien, son amoureux d'études. Grand mariage comme dans Pinterest, salle sympa, traiteur, photographe, tout payé en grande partie par ma mère et Richard parce que c'est une fois dans une vie. Moi, j'étais celle qu'on regardait en coin, toujours célibataire, trop dans le travail, trop exigeante, pas très sociable. Sous-entendu, pas capable de garder quelqu'un. Sauf que, j'avais une vie. Juste pas une vie que je leur montrais. J'ai toujours eu un truc avec les chiffres. Vraiment. Les gens me parlent, et moi je vois des schémas, des budgets, des angles morts, des options. Au début, j'ai fait de la tenue de livres en freelance pour des petits commerçants, des artisans, des boîtes locales. Et puis j'ai glissé vers le conseil, aider des patrons de PME à se structurer, éviter les erreurs, faire des choix intelligents sans se faire plumer par la première banque venue. Ça marchait. Très bien même. Sauf que je vivais de petit. Par choix. Je ne postais rien, je ne jouais pas à regarder ma réussite. Je conduisais une voiture correcte, je ne m'habillais pas en marque, je n'avais pas besoin que les gens sachent. Ça faisait partie de mon truc, ma tranquillité, mon contrôle. Pendant ce temps, Amélie faisait la vie parfaite. Enfin, la vitrine parfaite. En vrai, sa belle vie commençait à se fissurer. Damien était. Damien. Pas méchant. Juste un gars compte de son poste, de ses parties de golf le week-end et de sa routine. Amélie, elle voulait l'ascension permanente, plus grand, plus cher, plus instagrammable. Leur mariage a petit à petit tourné en concours de dépenses et en stories passives-agressives. Mais chez nous, à la table familiale, ça ne comptait pas. Amélie avait le mari, la maison, les photos qui brillent, donc Amélie était la réussite.
Moi, j'étais toujours celle qui cherche sa voie. Et puis, il y a eu Hugo. Il y a 3 ans, j'ai rencontré Hugo, architecte, drôle, posé, intelligent, pas le type qui se la raconte. On s'est mis ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit, ok, là je suis bien. Après 9 mois, j'étais vraiment heureuse. Et, je l'avoue, une partie de moi s'est dit, ça y est, ils vont peut-être arrêter de me regarder comme un projet raté. Erreur de débutante. Amélie fêtait son anniversaire et elle avait réservé une salle privée dans un resto chic du centre-ville de Rennes. Le genre d'endroit où les serveurs te tutoient pas, où le pain égale le vin et où la carte te regarde de haut. Toute sa tribu était là, plus de la famille élargie. Un événement. J'y suis allé avec Hugo, stressée mais contente. Et au bout d'une heure, j'ai vu le regard d'Amélie changer. Vous voyez quand quelqu'un repère un nouveau jouet? Voilà. Elle s'est mise à prendre la place dans la conversation, à rire un peu trop fort, à lui toucher le bras comme beau toi alors, à lui poser des questions en le mettant en valeur. Et moi, dès que j'essayais d'entrer dans l'échange, hop, elle pivotait vers un souvenir où elle et Damien étaient au centre, ou vers un sujet où je ne pouvais pas briller. Le pire, c'était la tête de Hugo. Il était captivé. Amélie a ce talent-là, te faire sentir que tu es la personne la plus intéressante du monde pendant 10 minutes. Et quand tu es poli, sociable et un peu flatté, tu tombes dedans. À la fin de la soirée, elle parlait d'un projet, une campagne de com sur un programme immobilier, je crois, et ils ont échangé leurs cartes. Ou pour le réseau. Bien sûr. 2 semaines après, Hugo m'a quitté. Le grand classique, tu es une fille formidable, je te respecte, mais je ne nous vois pas sur le long terme. Je me souviens avoir eu une douleur physique. Pas juste le chagrin, le truc humiliant, animal, qui te fait te sentir petite. 3 mois plus tard, je tombe sur Instagram, Amélie et Damien à table avec Hugo, et la nouvelle fiancée de Hugo. Je n'ai jamais eu de preuve qu'il y ait eu une histoire entre Amélie et Hugo. Peut-être que non. Peut-être que oui. Franchement, au point où j'en étais, ce n'était même pas le centre du problème. Le problème, c'était que, comme d'habitude, Amélie avait réussi à transformer un truc à moi en un truc à elle. À prendre, à absorber, à s'approprier. Et ma famille a fait comme si de rien n'était. Comme toujours. À ce moment-là, j'ai arrêté d'espérer. J'ai décidé que je ne m'en dirais plus leur respect. J'ai bossé comme une folle. J'ai officiellement lancé ma boîte, conseil financier pour petites et moyennes entreprises, celles que les gros cabinets ignorent. Et j'ai explosé. Je suis doué pour ça. Je sais lire un bilan comme d'autres lisent une BD. Je vois où l'argent se perd, où il peut se sécuriser, comment faire croître sans se suicider. J'ai construit une clientèle solide, des recommandations, une réputation. En un peu plus de 2 ans, je gagnais plus qu'Amélie et Damien réunis. Et je n'ai rien dit. Parce que ce n'était pas pour eux. J'ai acheté une maison à moi, dans un quartier que j'adore, une maison de ville des années 30, rénovée avec goût, parquet ancien, moulure simple, jardin derrière avec un vieux cerisier. Pas un VMC pavillon de lotissement, mais une maison qui a une âme. Un endroit où tu respires. Et c'est là que j'ai rencontré Samuel. Samuel n'avait rien à voir avec Richard, merci l'univers. Samuel est chirurgien pédiatre. Des yeux doux, un humour sec, et zéro intérêt pour les apparences. Il bosse comme un dingue à l'hôpital et, quand il a du temps, il donne des coups de main dans une consultation pour familles précaires. Le genre d'homme qui, quand il te dit « je suis fier de toi », tu le crois. 6 mois après qu'on a emménagé ensemble, il m'a demandé en mariage. Un dimanche matin calme, café à la main dans le jardin, le journal étalé. Pas de cinéma. Juste, j'ai envie que ce soit toi, pour la vie. Tu veux? Et j'ai dit oui en pleurant comme une idiote heureuse. Je n'ai pas annoncé ça tout de suite à ma famille. Je savourais. Je protégeais mon bonheur. Samuel comprenait instinctivement, il a grandi avec une mère narcissique, il sait ce que c'est que de mettre un couvercle sur les choses précieuses pour éviter qu'on les piétine. On a organisé un petit mariage, simple, chaleureux, avec des gens qui nous aiment. Et on a fait une crémaillère pour la maison. Et non, ma mère, Richard et Amélie n'étaient pas invités. Ce n'était pas par vengeance comme ils aiment le dire quand ils veulent se donner un rôle dans mon histoire. C'était de l'hygiène. J'avais besoin d'un endroit sans leur énergie. Sans leurs commentaires.
sans leur façon de me regarder comme si j'étais une version ratée de ma sœur. La crémaillère était magique. Vraiment. Guirlande lumineuse dans le jardin, grande table dehors, apéro dînatoire qui déborde, rire, gens qui circulent, musique en fond. La sœur de Samuel, Clara, qui cuisine comme si elle avait été élevée par un chef étoilé, avait préparé un buffet incroyable. Mes amis, des collègues de l'hôpital de Samuel, quelques clients devenus proches, et surtout la famille de Samuel, des gens gentils, simples, qui m'ont accueilli comme si c'était normal de m'aimer. Ma meilleure amie Léa a porté un toast en disant qu'elle admirait la vie que j'avais construite. La mère de Samuel m'a pris dans ses bras et m'a dit merci de rendre son fils heureux. Je me suis senti appartenir. Un truc que je n'avais jamais ressenti avec ma propre famille. Évidemment, ma mère a fini par l'apprendre. On vit dans un monde où quelqu'un poste une photo et, hop, tout le monde sait tout. Un mois après, appel de ma mère, voix neutre avec une douleur cachée dessous. Marion, j'ai entendu dire que tu avais fait une fête chez toi. Oui. Une crémaillère. Long silence. Oh. Ça a l'air sympa. J'aurais aimé le savoir. C'était très sympa. Et là, le sous-texte, pourquoi tu nous exclus, comme si ça la surprenait. Comme si elle n'avait pas passé 30 ans à me faire comprendre que mon existence était intéressante seulement si elle servait à quelque chose. Elle a commencé à dire peut-être la prochaine fois. J'ai répondu on verra avec ma voix la plus plate. Il n'y aurait pas de prochaine fois. Pas dans ces conditions. Puis, un mardi, appel enthousiaste de ma mère. Marion, ma chérie, j'ai une super nouvelle. Amélie et Damien ont acheté une nouvelle maison. C'est magnifique. 4 chambres, 3 salles de bain, cuisine incroyable, garage. Et c'est dans le nouveau lotissement au nord, tu sais, là où tous les jeunes cadres s'installent. Je faisais des MH en regardant mes chiffres, parce que franchement, je savais déjà que ça allait être un show. Une maison choisie pour impressionner, pas pour vivre. Le mois prochain, elle organise une pendaison de crémaillère. Toute la famille est invitée, évidemment. Le évidemment avait un poids. Ça voulait dire, tu viens, tu souris, tu joues ton rôle. Je vais regarder mon planning. Oh allez, Marion. C'est la famille. Ce que tu as à faire peut attendre. J'ai failli rire. Ils parlent de mon travail comme d'un hobby. Alors que je gagne mieux que la plupart des gens qu'ils admirent. Bref. J'en ai parlé à Samuel le soir. Il m'a demandé simplement. Tu as envie d'y aller ? Je lui ai dit la vérité, une partie de moi avait envie de décliner et de rester en paix. Une autre partie voulait voir. Voir si Amélie était vraiment heureuse. Voir comment il me regarderait, moi, maintenant. Tester ma solidité. Samuel m'a dit, très calmement. Leur regard ne change pas ta valeur. Tu as une vie magnifique. Si tu y vas, fais-le pour toi. Pas pour gagner quelque chose d'eux. Donc on y est allé. Et c'était exactement ce que j'imaginais, grand, lisse, froid. La maison énorme avec des meubles chers qui crient catalogue, pas famille. 50 personnes, dont la moitié étaient des collègues, des potes de salle, des gens du quartier, un mélange de networking et de parade. Amélie était splendide dans une robe qui devait coûter un rein. Ma mère et Richard jouaient les parents ravis, en parlant des réussites de leur fille sans jamais dire mon métier ni ce que je faisais vraiment. Samuel et moi, on était présentés comme la sœur d'Amélie et son mari. Point. J'ai senti sa main serrer la mienne, il avait compris. Amélie m'a fait visiter, a pointé chaque détail, le dressing énorme, la cuisine ultra équipée, la salle à manger ou pour recevoir. Tout était fait pour qu'on dise waouh. Et moi, je me sentais spectatrice. Je regardais une pièce de théâtre dont je connaissais par cœur les répliques. Quand on a été seul 2 minutes, elle m'a demandé. Alors ? T'en penses quoi ? C'est impressionnant. J'espère que tu seras heureuse ici. Elle a souri, condescendante. Je sais que c'est plus grand que ce à quoi tu es habitué, mais nous on pense à l'avenir. Les enfants, tout ça. Il faut de la place. Il y a 3 ans, ça m'aurait déchiré. Là, j'ai juste eu pitié. Vraiment. Parce que j'entendais derrière ces mots l'angoisse de devoir prouver quelque chose. On est parti tôt en prétextant une garde à l'hôpital. Sur le trajet,
Samuel a résumé avec une justesse agaçante. Cher, impressionnant, et sans âme. Tu veux vraiment de ça? Et c'est là que j'ai senti un truc se détendre en moi. La réponse était non. Non, je ne voulais pas être validé par cette vie-là. Je voulais ma vie, la vraie, celle qui me rend heureuse. Je pensais que ça s'arrêterait là. Évidemment non. Les familles dysfonctionnelles ne lâchent jamais leurs jouets. Les semaines suivantes, ma mère a recommencé avec ses appels innocents, les nouveaux aménagements de la maison d'Amélie, les projets de Damien, les dépenses, et toujours, en filigrane, et vous upgradez quand? Avec des petites phrases sur ma maison modeste. Amélie postait sans arrêt, cuisine refaite, nouveau canapé, landscaping pro, week-end, resto, truc. Honnêtement, ça commençait à sentir la fuite en avant. Et un samedi matin, on croise Damien à Carrefour. Il avait l'air épuisé, les yeux cernés. Samuel le félicite gentiment pour la maison, et Damien lâche, avec un sourire qui ne tient pas. Ouais, c'est super. Un peu plus cher que prévu, niveau finance. Mais Amélie veut que ce soit parfait. Il baisse la voix. Les mensualités sont énormes. Je pense prendre un boulot le week-end. Là, j'ai eu un pincement. Parce que Damien, c'est pas un monstre. Il est juste, coincé dans une vie qu'Amélie a choisie pour eux. Je lui ai proposé, si tu veux, je peux t'aider à faire un budget. Je fais du conseil. Il avait l'air sincèrement soulagé. On a échangé nos numéros. Samuel, dans la voiture, m'a dit. Tu sais qu'Amélie va détester ça. Sa petite sœur qui aide son mari sur l'argent. Probable. Mais il est en train de couler. Je peux pas regarder. Spoiler, Damien n'a jamais appelé. Soit il s'est ravisé, soit Amélie a mis la main sur nos messages. Dans tous les cas, ça a continué, les dépenses, les postes, la pression. Et puis, 6 mois plus tard, le coup de fil. Marion, je dois te dire quelque chose, et je veux pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. Ce genre d'introduction, c'est jamais bon. Quoi? Amélie et Damien divorcent. J'ai senti mon ventre se retourner. Ma mère a enchaîné, ils se sont éloignés, ils veulent plus les mêmes choses, Damien n'a pas soutenu ses ambitions. La version Amélie, évidemment. Puis la vraie raison de l'appel a glissé, comme une anguille. La maison est trop chère pour elle seule, et Damien est difficile sur le divorce, elle risque de devoir vendre. Et là, sans même prendre une respiration. Je sais que tu t'en sors bien maintenant, peut-être que tu pourrais l'aider, juste temporairement, le temps qu'elle se retourne. J'ai failli lâcher le téléphone. L'audace. Il voulait que je sorte le portefeuille pour réparer les conséquences d'années de mépris et d'humiliation. Je n'ai pas eu la force de me battre au téléphone. J'ai dit, je vais y réfléchir. Ma mère a pris ça comme un oui, merci ma chérie. Je savais que tu comprendrais. Quand Samuel est rentré, je lui ai raconté. Je voyais sa mâchoire se crisper. Donc, Amélie s'est endettée pour jouer à la maison parfaite, ça explose, et ta mère veut que tu paies la facture. Voilà. Il m'a demandé doucement. Et si tu dis non, qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, ils seront furieux. Ils me couperont. Ils diront que je suis égoïste. Et là, Samuel a posé la question. Et ce serait vraiment une perte. J'ai eu envie de dire non tout de suite. Mais c'est compliqué. C'est ta mère. Même quand elle t'a abîmé, c'est ta mère. J'ai appelé Léa. Elle a été. Léa. Marion, t'es malade? Ils t'ont traité comme une poubelle et maintenant ils veulent que tu paies pour avoir le droit de rester dans la famille. Qu'ils aillent se faire voir. Et puis j'ai parlé avec Clara, la sœur de Samuel, qui est thérapeute et qui a un don pour te faire voir clair sans te caresser dans le sens du poil. Elle m'a dit. La question, c'est pas est-ce que tu peux. C'est est-ce que ça aide vraiment. Si tu la rends floue, elle apprend quoi? Qu'il n'y a pas de conséquences. Qu'il y aura toujours quelqu'un pour réparer. Ce n'est pas de l'aide, c'est de l'entretien. Ça m'a frappé. Parce que c'est exactement ça. L'aider Amélie, ça aurait été prolonger le mensonge. Donc j'ai rappelé ma mère et j'ai dit non. Et là, le déluge. Pleurs, accusations, tu trahis ta sœur, la famille c'est sacré,
Richard qui me fait la morale sur les responsabilités. Amélie qui m'appelle en sanglots. Je peux pas croire que tu me laisses comme ça. Je suis ta sœur, Marion. Tu peux me regarder tout perdre et t'en foutre. Je lui ai dit la vérité. Je m'en fous pas. Mais te donner de l'argent ne règle pas le problème. Quel problème? Le problème, c'est que tu as vécu au-dessus de tes moyens pendant des années. Je ne vais pas te financer pour que tu recommences. Elle a raccroché en me traitant de monstre. Moi, j'ai pleuré après. Pas parce que je regrettais. Parce que dire non à sa famille, même quand c'est juste, ça fait mal. Amélie a vendu. Elle a dû liquider une partie de ses meubles. Elle a pris un appart plus petit. Ma mère et Richard m'ont coupé des événements. Plus d'invitations, plus de messages. Et ils ont osé dire que tout ça était ma faute. Parce que bien sûr, quand Amélie fait n'importe quoi, c'est une période difficile. Quand moi je pose une limite, c'est une trahison. Et puis, quelque chose d'inattendu est arrivé. Amélie a commencé à changer. Ses posts sont devenus moins fréquents, mais plus vrais. Des photos de bouquins, de balades, de plats faits maison dans une mini-cuisine. Pas de luxe, pas de « regardez-moi ». Elle a pris un boulot moins prestigieux mais plus respirable. Elle a commencé une thérapie. Et surtout, elle a adopté un chien à la SPA. Un petit bâtard pas très photogénique, adorable, qu'elle a appelé Max. Max était sur toutes les photos. Max avait l'air heureux d'être en vie, et, pour la première fois depuis longtemps, Amélie avait l'air humaine. Je l'ai croisée au marché des Lys un samedi matin, 6 mois après la fin du divorce. Elle achetait des légumes, elle riait avec le maraîcher. Elle a levé les yeux, surprise. Marion. Salut. Ça va? Elle a montré son panier, un peu gênée, un peu fière. Bien, en fait. Vraiment bien. J'apprends à cuisiner. C'est thérapeutique. Je lui ai dit qu'elle avait l'air apaisée. Elle a rigolé. Apaisée, personne n'a jamais dit ça de moi. Mais ouais, je crois que je le suis. Perdre la maison, sur le moment, c'était horrible. Mais ça m'a forcé à me demander ce que je voulais vraiment, pas ce que je devais afficher. On a parlé quelques minutes. C'était la conversation la plus sincère qu'on avait eue depuis des années. Elle m'a prise dans ses bras en partant et elle a murmuré. J'étais tellement en colère, mais je crois que tu avais raison. Il fallait que je me débrouille. Ce n'était pas une excuse. Mais c'était un début. 3 semaines avant le dîner dont je vous parlais au début, ma mère a rappelé. Ton plus doux. Je vais emmener Amélie dîner pour son anniversaire. Juste un petit truc dans ce café sympa du centre. Tu veux venir? Ça lui ferait plaisir, et à moi aussi. J'ai compris, Olive Branche. Maintenant que la crise était passée, maintenant que, finalement, je n'avais pas ruiné Amélie en disant non, ma mère était prête à me réintégrer. J'ai accepté. Pas parce que je rêvais de redevenir la figurante de leur théâtre, mais parce que je voulais voir si je pouvais m'asseoir à cette table en restant solide. Et donc, hier soir, on se retrouve dans ce café chic, celui qu'elle adore parce que c'est à 2 pas de l'ancien lotissement d'Amélie. Ma mère commande comme si elle était critique gastronomique. Richard est sur son téléphone. Amélie est là, plus simple, plus calme, vraiment jolie sans l'armure. Et au milieu du repas, ma mère se remet à parler de la fameuse crémaillère de la grande maison, absolument merveilleuse, quelle ambiance, quelle réussite, comme si c'était le sommet de l'existence. Et elle me balance, l'air de rien. Et toi, tu comptes rattraper quand? Et là, j'ai senti quelque chose claquer. Ce n'était même pas de la colère explosive. C'était de la lucidité froide. Le constat, rien n'a changé chez elle. Amélie a évolué. Moi aussi. Mais ma mère, elle, me voit toujours comme la fille à la traîne qu'on doit piquer pour la motiver. Alors j'ai dit. Je n'ai rien à rattraper. Et au passage, je gagne plus que toi et Richard réunis. Silence. Puis j'ai ajouté, parce que quitte à parler vrai. Et j'ai une maison, moi aussi. Je l'ai achetée il y a 2 ans. Samuel et moi, on a fait une crémaillère l'an dernier. C'était super. 40 personnes. Des gens qui nous aiment vraiment. Tu n'étais pas invité. Le visage de ma mère s'est décomposé, incompréhension, blessure,
puis cette fierté piquée qu'elle utilise comme bouclier. Je ne comprends pas. Pourquoi tu? Parce que tu as passé 30 ans à me faire comprendre que ma vie t'intéressait seulement si elle te permettait de te vanter. Amélie a murmuré. Marion, peut-être qu'on devrait. Non. Je n'ai pas quitté ma mère des yeux. Je suis fatigué de faire semblant que c'est normal. Fatigué d'être le lot de consolation. Fatigué qu'on me donne des miettes d'attention et qu'on attende que je dise merci. Ma mère a pleuré. Bien sûr qu'elle a pleuré. Mais je t'aime. Je suis fier de toi. Et là, j'ai répondu ce que j'avais dans la gorge depuis des années. L'amour, c'est pas juste un mot, maman. C'est des actes. C'est être présente. C'est être fier pour de vrai, pas seulement quand ça te sert. Tu as été fier quand j'ai eu mon diplôme en bossant à côté? Quand j'ai monté ma boîte? Quand je me suis marié avec un homme qui me traite comme une reine? Moi, je ne me souviens pas. Elle a dit qu'elle ne savait pas que je me sentais comme ça. Parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à me comparer à Amélie et à me trouver en moins. Amélie a levé les yeux, et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à de la honte. Pas spectaculaire. Juste humain. Je me suis levé. J'ai posé ma serviette. J'ai dit, calmement. J'ai une belle maison, un mari qui m'aime, une vie qui me rend heureuse. Je n'ai pas besoin de rattraper qui que ce soit parce que je ne suis pas en compétition. J'ai laissé de l'argent pour ma part, plus un bon pourboire, parce que le serveur n'avait rien demandé à personne. J'ai regardé ma sœur. Au bon anniversaire, Amélie. Je te souhaite vraiment de trouver ce qui te convient. Pas ce qui fait joli de l'extérieur. Et je suis sorti. Samuel m'attendait dehors, il avait senti que j'allais craquer et il s'était levé avant que ça dégénère. Il m'a pris la main, sans discours. On a marché jusqu'à la voiture, et j'ai respiré comme si j'avais retenu mon souffle pendant 30 ans. Dans la voiture, j'ai réalisé un truc tout simple, je ne me sens plus coupable. Triste, oui. Un peu. Parce que c'est ma mère, et que ça fait mal de constater qu'elle ne me verra peut-être jamais comme je suis. Mais coupable? Non. Je ne suis plus la petite sœur qui court après une médaille en chocolat. Je suis une adulte. J'ai bâti ma vie. Et si ma famille ne sait pas l'apprécier sans la comparer, alors c'est eux qui ratent quelque chose. Pas moi.